Merci Madame la Présidente. Félicitations au VP Libye Guillaume pour la prestation. Félicitations aussi à tous ceux qui ont pris la parole, soit pour poser des questions, soit pour faire des contributions. Je voudrais dire que par rapport aux questions, il y a des réponses à beaucoup de questions qui sont contenues dans le programme. Mais étant donné que le VP n'avait pas le temps d'aller dans les détails, donc cela a amené certains camarades à revenir sur des questions qui ont leur réponse dans le programme. Et par rapport à cela, je voudrais donc apporter quelques compléments d'information. Par exemple, sur la question du financement de la décentralisation et de la régionalisation. Quelqu'un même a évoqué aussi la question de la réforme de l'État. Et je crois que c'est autour de la réforme de l'État que nous allons nous distinguer du RHDP et de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, et depuis l'indépendance, nous avons fonctionné dans le cadre d'un État centralisé, où tout le pouvoir politique était entre les mains du président de la République, tout le pouvoir financier, tout le pouvoir administratif, pratiquement même ce pouvoir exorbitant débordait sur le pouvoir judiciaire, à telle enseigne que nous-mêmes, en tant qu'opposants, nous parlons d'un pouvoir autocratique. Or, la grosse faiblesse de la centralisation, c'est, je dirais qu'elle n'est pas performante. Quand vous centralisez, vous réduisez la capacité à prendre en compte les problèmes. C'est comme un chef de famille, tout est entre ses mains. Même pour aller acheter du pain, il faut le voir. Pour envoyer quelqu'un au marché, il faut le voir. Personne d'autre dans la maison n'a de pouvoir, sauf lui. S'il est au travail, on va attendre qu'il soit là avant de régler les problèmes de la maison. Est-ce que cette maison peut être performante? Elle ne peut pas être performante. Ensuite, ça va rendre ce chef omnipotent, puisque le destin, le sort de tous ceux qui sont dans la maison dépend de lui. Dépend de lui. Et c'est ce à quoi on observe aujourd'hui. L'omnipotence du président de la République. Si vous qui êtes dans le béret, vous voulez que le président de la République soit généreux vis-à-vis de vous, vous allez adopter une attitude, parfois une attitude de soumission. Vous allez demander pardon. Vous allez rendre des hommages. Et d'ailleurs, c'est ce que le RHDP utilise à l'heure actuelle, les cadres du RHDP, dans leur campagne. Si vous ne êtes pas docile, Ouattara ne va rien vous donner. Si vous ne votez pas Ouattara, votre région va rester en retard. À telle enseigne que notre propre argent que Ouattara gère, il l'utilise maintenant contre nous. On va rompre avec la centralisation. On va rompre avec la centralisation. Parce qu'elle n'est pas performance. Et dans aucun pays du monde, les pays développés, c'est les pays où il y a une décentralisation, où tout le pouvoir n'est pas entre les mains d'un homme ou d'une équipe, où le pouvoir est distribué. Même au niveau technique, on ne fait plus la centralisation. Par exemple, en informatique, quand l'informatique a commencé, c'était les systèmes centralisés. Aujourd'hui, on parle d'informatique repartie. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous allez sur le net et que vous voyez que le système vous répond presque en temps réel, vous pensez que, vous avez le sentiment que l'ordinateur de choses là, c'est vous seul qui êtes dessus. Mais il y a des millions de gens qui sont sur des choses et qui, donc des cerveaux décentralisés qui gèrent les millions d'internautes. Si c'était un seul système qui doit gérer Michel, et quand il a fini de faire les traitements avec Michel, il s'en va chez Diabaté, et puis ensuite, celui qui rentre sur le système, il va attendre peut-être un mois avant que le système ne le prenne en compte. Parce que
au même moment, il y a des millions de sollicitations. Si les millions de sollicitations doivent être prises en compte, ça veut dire qu'il faut un système qui est reparti. Ou pendant qu'on s'occupe de Michel, le même système s'occupe, d'autres systèmes s'occupent, etc., etc. La décentralisation que nous allons mener et la régionalisation, ça veut dire que l'argent ne sera plus seulement entre les mains du président et de son gouvernement. Mais les gouvernements locaux seront les structures sur lesquelles nous allons nous appuyer. Et les gouvernements locaux commencent par les régions. Les présidents de régions vont être réhabilités. Ils seront de véritables personnalités politiques, économiques et sociales. Sans aller jusqu'au système, par exemple, américain, où il y a des États avec des gouverneurs. On ne va pas arriver là, mais on va sortir du système où tout dépend du président de la République. Pour donner des pouvoirs politiques aux régions, des pouvoirs financiers aux régions, de manière à ce que le développement du pays se fasse en même temps sur l'ensemble des régions. Et que le gouvernement n'intervienne plus dans un certain nombre de questions qui relèvent des responsabilités locales. C'est ce que nous appelons le principe de subsidiarité. Ce principe-là sera constitutionnalisé. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de s'immiscer dans ce qui relève d'une question locale. Il n'a pas le droit de s'immiscer. Pour construire une école primaire, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'il doit faire, c'est que dans telle région, il veut construire une école primaire. Lui, il prend acte et il tient des statistiques. Il prend acte que dans le Moronou, cette année, ils veulent construire 10 collèges. Ils en ont les ressources. L'argent qu'ils ont, ils disent qu'ils vont construire 10 collèges. Dans le Haut-Central, ils veulent construire un hôpital général dans tel coin. Il prend acte, il fait les statistiques et de manière à ce que l'État puisse avoir des choses. Et donc pour cela, l'argent va être réparti. Et lorsque nous parlons de 10 à 20 milliards pour chaque région, c'est pour que justement l'argent soit mieux réparti. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans le pays, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources. Les ressources sont là. Mais comment on les gère, comment on les répartit? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent qu'on envoie chez un certain nombre d'institutions, alors que dans d'autres, il y a des pénuries? C'est surtout ça. Parce qu'avec 15 000 milliards, mais on peut faire beaucoup de choses en matière d'éducation, de santé, d'hydraulique. Mais l'argent est mal réparti. La centralisation, la décentralisation et la régionalisation vont nous permettre de mieux répartir l'argent. Et de cette façon, on va donner des pouvoirs économiques aux régions. Aujourd'hui, dans les régions, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les autorités régionales n'ont aucun pouvoir économique pour stimuler le développement économique, pour encourager l'investissement privé. Dans les 10 à 20 milliards, chaque région va réserver autour de 2 à 5 milliards chaque année pour soutenir des projets économiques dans la région. Des cadres de la région des Grands Ponts veulent créer une usine de transformation du palmier à huile. Ils ont un peu d'argent, mais ils ont besoin d'un soutien financier. La région va les accompagner. La région va prendre des parts dans la société de transformation de l'huile de palme que les cadres veulent créer. Donc la région devient un fonds d'investissement. Il prend ses parts, mais avec le temps, il rétrocède aux autres cadres. Il prend les parts pour les accompagner, mais ce n'est pas pour y rester. Une fois que l'usine commence à fonctionner et que la reprise marche, la région se retire progressivement et vend ses parts à d'autres cadres ou même à ceux qui ont commencé pour que ceux-là, progressivement, prennent le contrôle. De cette façon, on va avoir une économie locale qui va se développer. Dans d'autres régions, ça peut être par exemple la filière manioc que la région peut décider de promouvoir. Donc chaque année, l'argent qu'il a, il a fait appel au cadre. Donc il y aura même dans la région une structure de promotion de l'investissement. De la même façon qu'il y a au niveau de l'État le CEPICI, qui est le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Dans chaque région, il peut y avoir un CEPICI local, une structure qui est logée au conseil régional, avec des cadres qui animent, qui font donc des projets
qui font des études au niveau régional sur les projets d'investissement, qui font des appels aux cadres qui veulent investir dans ces projets, qui peuvent même aller à l'extérieur. Pour aller en Italie, nous, chez nous, dans le Cavalli, nous voulons promouvoir, nous voulons transformer le caoutchouc. La région a 1 milliard pour soutenir ce projet. Nous cherchons d'autres investisseurs. Nous cherchons des opérateurs de référence qui savent transformer le caoutchouc en gants, en pneus, etc. De cette façon, ce n'est plus l'État seul qui va gérer la politique de développement économique de la Côte d'Ivoire, mais l'État et les régions. Voilà donc. Mais ça, c'est donc le côté décentralisation. Ce côté doit être complété par la déconcentration. Parce que si on décentralise les responsabilités, mais qu'on continue de centraliser le pouvoir de tutelle, le pouvoir de régulation, la décentralisation va être pénalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la gestion de l'État, du pays, l'État va surveiller, va réguler, va fixer les règles et les régions vont exécuter. Ce sont les structures opérationnelles. Mais même ce pouvoir de surveillance et de régulation de l'État, il ne faut pas que ce pouvoir-là reste uniquement à Abidjan et que toutes les régions soient obligées de venir à Abidjan pour pouvoir valider leur programme. Il faut qu'il y ait une déconcentration de ce pouvoir étatique de régulation dans les régions. Et donc, dans notre projet, nous voulons bâtir et, disons, insérer ce pouvoir dans les districts. Donc, les 12 districts seront vraiment des déconcentrations du pouvoir politique national. Donc, toutes les régions vont travailler avec le gouverneur du district, qui ne sera plus ce gouverneur que nous connaissons, moitié fonctionnaire, moitié autorité, mais qui sera un véritable fonctionnaire, et ce sera la dernière hiérarchie du pouvoir des préfets, de l'administration territoriale. Donc l'administration territoriale va comporter le chef de village, il ne sera plus un auxiliaire de l'administration, mais effectivement un agent de l'administration territoriale. Il est inséré dans l'administration territoriale. Il va être formé par l'administration territoriale. Son choix va respecter les coutumes, mais on va encadrer. De manière à ce que même si, par exemple, en région à Caen, c'est choisi d'une certaine façon, mais qu'il y ait des critères. À savoir que le chef, là, il faut qu'il sache lire et écrire. Si dans votre famille, personne ne sait lire et écrire, tant pis pour vous. Mais si vous voulez choisir un chef, on vous laisse le choix, mais vous devez prendre un membre de votre famille qui sait lire et écrire. Parce qu'on va lui donner des formations, on va lui donner une responsabilité, on va lui donner une rémunération. Et les responsabilités, une des responsabilités particulières, c'est par exemple les responsabilités en matière d'état civil. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas de pièce d'état civil. Pourquoi? Parce qu'il faut aller faire la déclaration de naissance à la mairie, qui est située peut-être à 50 km. Comme je le dis souvent dans les meetings, nos hommes, pour faire des enfants, ça, ils sont très prolixes, mais pour aller déclarer, si c'est à 50 km, ils s'en foutent. Donc, quand l'enfant va à l'école jusqu'au CM2, il n'a pas de pièce d'état. On va faire maintenant la pièce d'état civil au village. Et auprès du chef du village, qui a un secrétaire, qui a un registre d'état civil, qui a un registre des décès. Quand il y a une naissance, le père va chez le chef, le secrétaire là, il déclare et tout ça, et on enregistre ça dans le registre. Quand le registre est plein, le chef l'envoie au sous-préfet. Et le sous-préfet de classe dans les registres d'état civil. Il aura un registre de décès au niveau du village. Quand il y a un décès, le chef enregistre. Et de cette façon, le fichier électoral va être apuré au fur et à mesure. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein, sur les fichiers électoraux, il y a plein d'Ivoiriens qui sont décédés. Mais comme les gens ne font pas les déclarations, donc ces personnes-là figurent toujours. Ensuite, l'état civil même, on va le digitaliser. C'est-à-dire que nous allons mettre en place un grand système informatique pour que toutes les naissances soient régulièrement enregistrées, automatiquement enregistrées. De manière à ce qu'à terme,
En tout cas, nous allons veiller à ce que peut-être même à la fin de notre mandat, on ne soit plus obligé de faire enrôlement comme on le fait, où on appelle les gens, on venir, on va faire enrôlement. Non. Si le fichier d'état civil est fiable, on appuie un bouton, et puis lui-même, il sort la liste de tous ceux qui sont en âge de voter. Il sort la liste de tous ceux qui sont morts, et puis sont morts. Et puis, on affiche dans les lieux de vote, le jour du vote, les gens sont votés. De cette façon, on peut même passer au vote électronique. C'est-à-dire, on peut passer au vote où dès qu'on a dit que le vote a lieu le samedi ou le dimanche, les gens ne sont même pas obligés de se déplacer pour voter. On a un bon système informatique fiable qui est validé. De chez toi, tu votes. Et puis après, on publie les résultats. Avec Internet, avec le numérique est venu pour nous faciliter la tâche. Donc, il faut qu'on l'utilise à fond. Et on peut tout faire sans bouger de chez lui, de chez soi. On peut payer ses factures de téléphone, d'électricité, d'eau. On peut même payer les prestataires de services sans bouger. Et nous allons renforcer. Et c'est pourquoi nous aurons un grand projet que j'ai appelé une agence nationale de la gouvernance électronique. Cette agence, c'est elle qui va digitaliser l'ensemble de la société ivoirienne. Par exemple, quand on signale un fait à un commissariat, ça doit être enregistré dans le système. Et à tout moment, on peut savoir ce que la déclaration que telle personne est venue faire dans tel commissariat, à quel niveau il se situe. On peut même donner le pouvoir à celui qui a fait la déclaration de suivre son dossier. Est-ce que la police a mené les enquêtes? Est-ce que quelqu'un a été interrogé? Est-ce que le procureur de la République a été saisi de ma requête? Est-ce que le procureur de la République a confié ce dossier à un juge d'instruction? Est-ce que le juge d'instruction a fini d'instruire le dossier et a programmé une audience? Est-ce que le tribunal s'est réuni et a pris une décision? Tout ça, ça doit être suivi. De manière à ce qu'on n'assiste plus à des situations que nous connaissons où il y a des dossiers, il y a des gens, on les a arrêtés, ils sont en prison, ça fait 10 ans. On ne sait pas où leur dossier se trouve. Parfois même, on ne les a jamais convoqués, un juge ne les a jamais convoqués pour les entendre. Tout ça, ce serait fini parce que chaque dossier sera suivi et le ministre de la Justice, à tout moment, peut savoir quelle est la performance des juges. Il y a des juges aussi, on leur donne des dossiers, ils rendent une décision, mais 4 ans, 5 ans après, le juge n'a même pas encore rédigé ce qu'on appelle la grosse. 4 ans. Et les personnes concernées attendent. Tout ça, là, ça va pas. Aujourd'hui, ça passe inaperçu parce qu'il n'y a pas de moyen de contrôle. Avec le système informatique, à tout moment, on peut faire les statistiques sur les performances des juges. Tel juge, il a reçu combien de dossiers dans les 6 derniers mois ou depuis le début de l'année. Sur ces dossiers-là, est-ce que les premiers dossiers qu'il a reçus en janvier, ces dossiers ont été clôturés ou pas? Combien de temps il a mis sur ce dossier? Est-ce que depuis il a pris la décision, entre le moment où la décision a été prise et le moment où il a rédigé, quel est le temps qu'il a mis? Tout ça, ça permettra de contrôler la performance des juges. Et ça va être la même chose partout. Quand on aura informatisé toute l'administration, quelqu'un dépose une demande de jugement ou d'acte de naissance. Toutes les administrations seront contrôlées. Combien de temps les gens à la sous-préfecture de Bongouanou mettent pour répondre à une demande d'acte d'état civil? Combien de temps ils mettent en moyenne? On va évaluer tout ça. Et ça va permettre d'évaluer la performance de l'administration. C'est pourquoi, en plus même de tout ça, nous allons créer, et c'est dans notre programme, ce que j'ai appelé le commissariat général à la compétitivité. La compétitivité, la productivité, ce serait une dimension importante de notre programme. Et il y aura une structure qui sera chargée de vérifier ça. La compétitivité de l'administration. La productivité de Combien de temps un fonctionnaire met pour traiter une activité qui relève de sa compétence? Ce sont des éléments
qui vont nous permettre d'avancer sur le programme de la décentralisation, de la régionalisation et de la performance. Bon, ensuite, quelqu'un a parlé de la transition énergétique. Oui, on l'a aussi dans le programme, la transition énergétique, parce que c'est une dimension essentielle de toute politique aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu par exemple, aujourd'hui, nous observons tous que les voitures électriques sont l'avenir de la mobilité. Les voitures électriques et les modes de transport non polluants sont l'avenir de la mobilité. Mais quel est notre programme? La dernière fois, j'ai interrogé le ministre qui est chargé de cette question, il n'y a aucun plan. C'est-à-dire, nous, on attend. Or, aujourd'hui, en Europe, les gens financent des projets pour retirer de la circulation les voitures à moteur au profit de voitures électriques. Et toutes les entreprises de construction automobile développent maintenant les véhicules soit hybrides ou soit électriques et quittent le champ des véhicules à moteur. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne pourras plus acheter en France ou en Italie un véhicule à essence ou diesel. Tu ne pourras plus, peut-être une voiture d'occasion que tu pourras pouvoir, mais une voiture neuve qui a un moteur là, ça va disparaître. Comment nous nous préparons à cette échéance? Il faut un plan. Et donc nous avons dans le programme tout ça, un programme d'éco-mobilité. C'est-à-dire comment on fait pour que la mobilité soit de plus en plus électrique et de moins en moins à gaz ou à essence. Nous avons un programme, par exemple, de développement durable. Le développement durable, ça y est dans le programme. Comment on va diffuser les compétences, les connaissances. Et nous avons un programme que nous avons appelé « Bâtir et mettre en œuvre une stratégie nationale de transition écologique et énergétique ambitieuse, fondée sur les principes d'accessibilité, d'efficacité, de sobriété, de durabilité et de sécurité, afin de contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique. » C'est une dimension. Donc pour ceux qui avaient exprimé ces projets-là, donc on va avoir des projets pour promouvoir des mesures pour la transition écologique et énergétique, par exemple la valorisation de la biomasse, par exemple la gestion des déchets et ordures ménagères et du développement de l'économie circulaire, par exemple un plan d'éco-mobilité en vue d'atteindre à l'horizon 2040 au moins 50% de véhicules de transport avec zéro émission de CO2. C'est dans notre programme. L'agroécologie et l'agriculture biologique, campagne permanente d'éco-responsabilité et de sobriété en matière de consommation et de comportement. C'est-à-dire, l'éco-responsabilité en matière de consommation, c'est qu'on consomme de plus en plus des produits qui ont des emballages biodégradables. Par exemple, sur la pollution plastique. Aujourd'hui, la pollution plastique, nous devons avoir un programme pour lutter contre la pollution plastique. Donc voilà un certain nombre de choses qui sont contenues dans notre programme. Évidemment, le VP, compte tenu du temps, n'a pas pu vous les développer. Sur les handicapés, on a aussi un programme. Alors, les handicapés, le programme des handicapés doit prendre en compte 3 dimensions. D'abord, une dimension de réhabilitation des handicapés, par rapport au regard de la société. Voilà. Qu'un handicapé ne soit pas considéré comme un citoyen, un demi-citoyen. Donc notre regard, il faut que nous fassions en sorte que notre regard vis-à-vis de l'handicap change. Et cela nécessite un programme de sensibilisation. Et ces programmes-là sont du même ordre que la question du genre, que notre regard vis-à-vis des femmes change. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans notre société, nous avons des attitudes
patriarcale, c'est-à-dire c'est l'homme qui est la référence, qui est l'homme, l'espèce humaine, qui est au-dessus, et la femme est en dessous. La femme est inférieure. Nous avons intégré ça de part de notre culture. Et donc, quand nous sommes en face des femmes, nous n'avons pas toujours une attitude équilibrée. Parfois, même quand on parle et puis une femme intervient dedans, on la rabroue. Ah, toi, on parle et puis tu mets ta bouche dedans. Il faut changer cette perception et considérer la femme comme un être à part entière qui est l'égal de l'homme. Okay. Bon, donc c'est tout ça qu'il faut changer. Ensuite, il faut aussi les institutions qui prennent en charge les handicapés, il faut les réhabiliter, il faut les promouvoir. École des sourds, des aveugles, des ceci, des cela, tout ça, il faut développer ces institutions. Ensuite, il faut aussi tenir compte des handicapés dans les politiques de développement. Les handicapés, souvent, ils ont des véhicules, ils ont soit des modes de mobilité. Mais est-ce qu'on tient compte de ça quand on construit les étages, les administrations? Est-ce qu'on tient compte de ça? On ne tient pas compte de ça. L'handicapé, il arrive au bal de l'ascenseur, il ne sait pas comment faire pour entrer. Ou bien il s'engouffre tout seul. Est-ce qu'on tient compte des handicapés quand on construit les routes? Pour que s'il veut se déplacer, il ait au moins un couloir qui lui permet de se déplacer. Donc il y a un certain nombre d'actes de développement qui doivent prendre en compte l'handicap. Voilà les 3 dimensions. Bon, ensuite, je crois que sur ces questions, ensuite quelqu'un a parlé du remboursement de la dette. Oui, le remboursement de la dette va faire partie d'un programme important. Et nous allons créer, quand nous allons arriver au pouvoir, un fonds d'amortissement de la dette. Un fonds d'amortissement de la dette. Un fonds d'amortissement qui sera alimenté par tout ce que nous allons récupérer dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement licite. Tout ce que nous allons récupérer dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement licite, on met dans ce fonds pour rembourser la dette. Donc, il y aura le budget où on va prévoir quelque chose, mais ceux qui ont volé, c'est eux qui doivent nous donner l'argent pour rembourser la dette. Ensuite, niveau de vie des populations, bon, foncier, indemnité des conseillers municipaux, la réhabilitation des conseillers municipaux, évidemment, ça va de soi. Pourquoi ne pas subventionner l'agriculture pour que tous les villages bénéficient des tracteurs? Il y a une politique. Et la politique agricole, c'est pourquoi nous allons réformer la loi d'orientation de la politique agricole, pour mettre l'agriculteur au centre de la loi et créer le cadre juridique approprié pour que les agriculteurs puissent vivre de leur patrimoine foncier et de l'agriculture. Et donc, on va créer, ça est dans le programme, un système que nous avons baptisé les groupements fonciers d'intérêt agroéconomique. Le groupement foncier d'intérêt agroéconomique, ce sera un cadre dans lequel celui qui a la terre, mais qui n'a pas d'argent pour investir, rencontre celui qui a l'argent, mais qui n'a pas de terre pour produire. Les deux se mettent ensemble dans le cadre d'un groupement foncier d'intérêt agroéconomique qui a un statut de société civile. De manière à ce que dans ce cadre-là, le capital financier rencontre le capital foncier et que les deux participent à la mise en valeur du foncier rural. Comme ça, on pourrait avoir de grands projets de développement agricole. Donc, l'agriculteur, maintenant qu'il est actionnaire dans ce groupement foncier, il sait que même s'il ne travaille pas, la terre lui rapporte de l'argent à travers les bénéfices de la société, du groupement foncier. La terre lui rapporte. Et il reste toujours propriétaire de sa terre. Mais la terre n'est plus en jachère, elle est mise au service d'un projet économique. Et par ce projet économique, l'agriculteur a des dividendes. Et ça, mais non seulement il peut donc être actionnaire, mais il peut aussi être travailleur dans ce projet économique. De manière à ce qu'on professionnalise le métier d'agriculteur. Mais cela signifie qu'il faut
un accompagnement de ce projet. L'accompagnement, c'est d'abord dans le machinisme agricole. Nous avons prévu de créer ce que nous avons appelé les sociétés de mécanisation agricole, qui auront des antennes dans la région. Et dans ces antennes, les agriculteurs pourront accéder à des machines en location. S'ils veulent aménager 50 hectares pour produire du riz, il y a des machines qui sont là, qui seront mises à leur disposition. Ils pourront même les utiliser et la société de mécanisation se remboursera quand l'exploitation va entrer en production. Ensuite, il faut aussi mettre en place des services, des semences, des structures sémencières régionales. Parce que quelqu'un veut faire du maïs, du riz, du blé, de ceci, de cela. Et souvent, ils ne savent pas où trouver les bonnes semences. Ça va être aussi créé. Et de cette façon, nous allons booster la politique agricole. Ok, je crois que... Bon, le financement des PME, c'est Steve qui a évoqué cela, la bancarisation, le taux de financement des PME. Oui, c'est vrai que si nous voulons développer le secteur privé, il faut que, principalement, nous ayons deux structures. Les structures pour accompagner les promoteurs de projets sur le plan technique, sur le plan de la formation, sur le plan de la maîtrise de la gestion, mais aussi des structures pour les financer. Donc, nous allons développer les... Et c'est pourquoi Libye a parlé des fonds, du fonds souverain. Le fonds souverain, c'est ce fonds-là qui va accompagner ces projets. Je vous ai parlé aussi du fonds d'investissement des régions. Ce sont ces fonds-là qui vont accompagner les projets dans les régions. Mais en plus, pour ce qui concerne le financement, mais en plus, il faut l'encadrement. Donc, toutes les régions, comme nous voulons régionaliser, toutes les régions auront des structures pour accompagner les promoteurs de projets. Toutes les régions auront des structures d'accompagner les promoteurs de projets. Toutes les régions auront des incubateurs. Et pour les PME, nous avons deux grands projets. Il y a le projet que nous avons appelé dans le programme le projet TIGRE, c'est-à-dire travaux d'intérêt général générateurs de revenus. Travaux d'intérêt général générateurs de revenus. Il y a des jeunes qui veulent même, je prends par exemple, créer une boutique pour vendre des produits cosmétiques, mais il n'a pas un franc. Il présente ses projets, on dit, bon, on va te mettre dans un projet d'intérêt général. C'est-à-dire pendant 6 mois, 1 an, tu viens travailler à la mairie ou au conseil régional parce que le conseil régional a besoin de quelqu'un pour faire les statistiques ou pour recenser tous les commerçants de la région. On va te payer 100 000 francs, 90 000 francs par mois pour ce travail, mais ces 90 000 francs, on ne te les donne pas. On va te donner 30 000 et puis 60 000, on garde là. C'est ton épargne pour qu'au bout de ton contrat, tu aies 1 million, 2 millions. Quand tu as donc cette part de ton projet, le conseil régional, dans le cadre du fonds d'investissement régional, va compléter et puis tu vas monter ta boutique. Donc, on donne une possibilité à ce gars qui n'a pas d'argent d'aller dans un travail d'intérêt général, mais ce travail d'intérêt général doit contribuer à son autonomisation financière et à son inclusion économique. Ça, c'est le premier projet. L'autre projet, c'est ce que moi-même j'appelle le Nzrama économique. Le Nzrama économique, ça serait en ville, partout, il y a des jeunes qui veulent faire quelque chose. Ceux-là, on va organiser chaque année un concours. Tous ceux qui sont porteurs de projets, envoyez à la structure de promotion du développement économique vos projets. Et puis, on les convoque, ils viennent présenter. On voit ceux qui sont les plus dynamiques, on les sélectionne. Chaque année, on peut sélectionner peut-être 10 000 jeunes qui ont montré qu'ils sont déterminés, qui ont montré qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et ces 10 000 jeunes, on les accompagne. On les forme, on leur demande de créer leur structure sans payer un franc. On les immatricule, mais on leur donne un statut qui fait qu'ils ne vont pas payer d'impôts.
et puis on les suit. C'est-à-dire qu'ils sont suivis par un centre de gestion agréé. Pendant tout le temps, qui leur donne des conseils. On peut même accompagner ce suivi-là par ce qu'on appelle des mentors, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui ont réussi. On dit, voilà, c'est 30 jeunes, il faut les encadrer. Quand ils ont besoin de conseils, c'est vers toi ils viennent. Et tu les accompagnes, tu leur donnes des conseils. Tu peux même les aider à trouver des marchés. Ils veulent vendre leurs produits, ils ne savent pas où aller. Tu dis, ah, moi je connais telle chose. Donc, voilà donc le deuxième projet qui va permettre. Ensuite, il y a le troisième projet qui est le projet de développement des chaînes de valeur agricole. Bon, j'en ai un peu parlé. Ça veut dire que dans les régions, on va développer la chaîne de l'arachide, la chaîne du manioc, la chaîne de la mangue. Donc la chaîne, ça veut dire depuis la production jusqu'à la commercialisation, tous ceux qui sont impliqués, on les met ensemble et ils travaillent ensemble. De manière à ce que le producteur sache qu'il y a un distributeur qui est déjà prépositionné pour prendre sa récolte et puis aller vendre. Donc quand il s'engage dans la production, il n'a pas d'inquiétude à se faire. Dès que son produit est disponible, il y a quelqu'un qui vient prendre pour aller distribuer sur le marché. Voilà donc d'autres projets que nous avons prévus pour pouvoir aider les jeunes. Alors, quelqu'un a parlé des jeunes de cette tranche d'âge qui a participé à la résistance économique, à la résistance politique, et puis qui n'a pas pu accéder à un emploi. Donc, tous ces jeunes, effectivement, on va faire ressortir ce qu'on va proposer, principalement pour ces jeunes-là. Bon, je crois que, étant donné que l'heure est très avancée, je vais m'arrêter là et vous